Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons voir le bluff, qui est certainement le marqueur le plus important du poker. Sans bluff, on jouerait à la bataille en montrant simplement nos cartes au showdown où les meilleures cartes l'emportent. C'est impossible d'être gagnant au poker si on n'ajoute pas des bluffs à son range de value, c'est-à-dire à son éventail de cartes qui gagnent. Aussi, nous allons voir comment faire pour déclencher des bluffs pertinents. C'est la vidéo probablement la plus importante de la série Good Morning Poker, avec celle également des ranges, car elle permettra à des joueurs fit or fold, des joueurs nit et surtout aux joueurs passifs de sortir de leur zone de confort et de devenir agressifs au bon sens du terme, seule façon d'être véritablement gagnant au poker. Voici les principaux principes du bluff. Une mise en value, ça consiste à faire une mise pour faire payer les adversaires qui auraient une main moins bonne jusqu'à éventuellement le showdown. Un bluff au poker consiste à faire l'inverse, en misant avec une main qui est probablement inférieure à la main de l'adversaire dans le but de lui faire folder, de lui faire coucher sa main meilleure. Si on ne fait que faire des checks et des calls, de payer les mises adverses, on ne peut jamais déclencher de bluff. Dans le Rochampoc, les mises et la position sont les deux facteurs qui permettent des bluffs. Plus la position est bonne, plus les bluffs sont possibles, c'est le ciseau du Rochampoc. Plus la mise est forte, plus elle fait folder l'adversaire, c'est la pierre, c'est-à-dire les chips du Rochampoc. Le bluff est démasqué s'il y a un showdown avec les meilleures cartes. C'est la position de la feuille dans le Rochampoc. C'est également ce qui se passe quand on fait un hero call au niveau de la rivière, par exemple, juste avant de voir les cartes. Quels sont les bluffs pré-flop? Les bluffs pré-flop sont des bluffs qui ont pour but de faire folder les joueurs passifs. On a déjà vu un exemple dans un précédent épisode avec le limp bombing. Les joueurs limp pré-flop sont des joueurs passifs. On fait une grosse mise et tout le monde se couche et on a gagné pré-flop. Pourquoi c'est un bluff? Parce que si on continue le coup, on n'est pas du tout sûr que l'on va gagner avec cette main-là. Donc on prépare une histoire à la fois pré-flop en annonçant de la force et aussi, si quelqu'un suit, on va préparer une histoire post-flop. Ce qui est important dans un bluff, c'est de montrer de la force lorsqu'on est faible et donc de faire croire à l'adversaire qu'on a justement touché des cartes qui, au board, font qu'ils seraient derrière eux. Mais en réalité, on n'a pas ces cartes-là. C'est ça le bluff. On fait donc folder des cartes meilleures. On va donc profiter à la fois des joueurs passifs pré-flop et aussi des joueurs fit or fold post-flop. Je vous rappelle que le FOF, le fit or fold, veut dire les joueurs qui, s'ils n'ont pas connecté avec le flop ou après avec le turn ou la river, vont folder sur une mise de notre part. C'est fondamental pour réussir un bluff post-flop, c'est de faire croire donc que l'on a des meilleures cartes à l'adversaire. Comment on peut y arriver? Eh bien, vous savez qu'on a un range, on a un éventail de mains que l'on va ouvrir en fonction de la position. Plus on est en position taux de parole, plus on va ouvrir avec un range serré. Et donc l'idée ici, c'est de faire un open raise, donc d'ouvrir en fonction de la position avec un range plus large que le range habituel que l'on ferait uniquement pour des mains en value, des mains premium, et on va inclure des mains en bluff. Pas n'importe quelle main, on va voir les mains qui sont intéressantes à rajouter à notre range de value
pour avoir un range mixte value et bluff. On a une autre opportunité de bluffer pré-flop, c'est au moment des blindes. Donc on est par exemple au bouton ou au cut-off, et les deux adversaires qui sont dans les blindes sont des joueurs très passifs et très serrés. Et là, on peut tenter un blind steal ou un blind re-steal lorsqu'on est soi-même dans les blindes et que l'on veut faire folder un joueur qui tente de nous voler les blindes. C'est très important, le blind steal et le blind re-steal, surtout en tournoi, lorsque les blindes et les ante deviennent extrêmement élevés, et il faut que vous en ayez un pourcentage important dans votre fréquence, parce que c'est un bon moyen de se maintenir en vie en tournoi ou de carrément d'être au-dessus de la moyenne. Enfin, on va regarder un troisième type de bluff pré-flop qui est typique comme le limb bombing qu'on a vu dans l'épisode 25, qui est le 3-bet, c'est-à-dire quelqu'un fait un open raise et vous, en position après lui, vous faites un re-raise, un 3-bet. Alors, on a dit déjà, on va essayer de rajouter des bluffs à notre range d'open. Donc voilà un range d'open typique d'un joueur NIT, un joueur serrure, lorsqu'il est en début de parole. Et encore, certains joueurs ont encore moins de paires. Ils ne partent pas de la paire de 7, ils partent par exemple de la paire de 9 ou de la paire de 10. Sinon, As-Dame offsuit, et puis Roi-Dame suité, et puis As-Valet suité et supérieur, jusque As-As. Ce range correspond à un peu moins de 7% des mains, et donc quand un NIT ouvre avec ce range, eh bien c'est très prévisible que, à part les gens qui ont des mains premium, tout le monde va folder. Comment faire donc pour rajouter des mains qui vont nous permettre ensuite, quand on est en début de parole, de pouvoir profiter ou pré-flop ou post-flop de notre réputation de joueur serré. On va ouvrir plus large, et c'est typique d'un joueur tight mais agressif. Et par exemple, sur une table de 6 joueurs maximum, on est, au lieu de moins de 7%, on est à un peu plus de 17% de toutes les mains possibles. Et il faut inclure des mains spéculatives. C'est quoi des mains spéculatives? Par exemple, c'est les petites paires, comme paire de 3 jusqu'à paire de 6, qui peuvent toucher un brelan au flop. Ensuite, on a tous les As suités à partir de As-3. Donc As-3 entièrement de la même couleur, As-3 à pique, As-3 à trèfle, etc. jusqu'à As-Roi naturellement, qui était déjà dans notre range. Et puis on a un pivot avec des mains suitées à 9, comme 10-9 suité, Valet 9 suité, jusqu'à As-9 suité, qu'on avait déjà inclus pour les As. Quel est l'intérêt de ces mains? Ce sont des mains qui à la fois sont des connecteurs ou des connecteurs gapés, c'est-à-dire avec un trou, voire deux trous, mais qui peuvent toucher aussi une couleur, avec une hauteur de carte intéressante qui n'est pas l'As, mais qui pourrait être le Roi ou la Dame ou le Valet, voire le 10, et toucher une couleur post-flop. Donc, avec ces cartes spéculatives, on vise à la fois de toucher une quinte, ou un tirage quinte, et en même temps de toucher une couleur descente. Et puis il y a toutes les cartes de 10-9, tous les connecteurs suités jusqu'à 7-6 suités, qui sont des cartes qui recherchent naturellement essentiellement la quinte, mais également peut-être une possibilité de couleur, car ce sont des cartes intermédiaires qui vont bien se comporter post-flop, surtout face à un adversaire qui lui aurait probablement des Broadway, dans lesquels on n'a pas beaucoup ici. On a rajouté Roi-Dame, offsuit, et on est descendu un peu plus bas avec As-10, offsuit, et c'est tout. Donc c'est essentiellement pour toucher des brelans, des quintes ou des couleurs, ou une combinaison de tout ça, pour avoir quelques outs post-flop. Voilà l'idée. Donc l'idée n'est pas de rajouter forcément des As ou des Rois pour
avoir une top pair post-flop, mais plutôt d'ajouter des cartes spéculatives qui permettent de toucher des tirages. En milieu de position, on peut encore agrandir notre range. Cette fois-ci, on est un peu plus que 24%. Et là, on descend jusqu'à la petite paire de 2, As-2 suité également. Et également, on est descendu au pivot 8 dans les cartes suitées, donc 18, Valet 8, etc. Et également K6, donc King et 6 suité, qui est la deuxième meilleure couleur si on touche la couleur avec finalement une main relativement faible au niveau du kicker. Et puis on descend jusqu'à As-9, qu'on appelle aussi la Dead Man Hand, As-9 off-suite. Voilà pour un range typique, plus agressif de milieu de parole, qui permet d'arriver post-flop et d'enclencher des bluffs. Au cut-off, c'est encore plus large. On a des doubles gappeurs ou des gappeurs suités. On a Dame 5 suité, on a tous les rois suités, tous les As suités, et on descend jusqu'à As à 5, As 5 off, et tous les Broadway, et on descend même aux cartes off suite qui vont jusqu'à 9, comme Roi 9, Dame 9, Valet 9, 19. Bien sûr, on a toutes les paires comme dans la position précédente. Au bouton, ça paraît assez dingue. On a 58% d'open raise quand on est premier à parler. Donc il n'y a plus que les blindes après nous. On a en carte suitée tout à part du 10, Valet, Dame, Roi, As, 2 suité. Et on a un pivot à 5 comme 7 et 5 suités, 8 et 5 suités, etc. Puis on a des cartes comme 7-4, 6-3 suités, 4-3 suités, et on a tous les As off suite et tous les rois jusqu'au Roi 4 off, et toutes les cartes comme avec un 8 comme Roi 8, Dame 8, Valet 8, 18 et même 17 off suite. Voilà, ça paraît énorme, mais en fait, contre des adversaires passifs, ça permet soit de remporter des coups pré-flop, voler des blindes notamment, soit d'aller post-flop avec l'avantage énorme de la position la meilleure, puisqu'au bouton, on sera sur les 3 streets post-flop, on sera dernier de parole quoi qu'il arrive. Maintenant, on va regarder un autre sujet qui est le vol de blindes, qui est lié naturellement à un open raise de notre part. Typiquement, les slots pour voler les blindes, c'est-à-dire pour faire folder les joueurs qui sont dans les blindes, sont le hijack, le cut-off et le bouton. Donc, respectivement, deux positions, une position et la position du bouton. Et on va ouvrir avec un range très large, comme on vient de voir, au moins 2,5 big blind, de manière à mettre la pression notamment sur la grosse blinde. Un min raise de 2 BB ne serait pas forcément suffisant pour faire folder tous les joueurs en grosse blinde. Plus les blindes et les antés sont hautes, mieux c'est pour essayer de forcer les joueurs en position de blinde à abandonner finalement leur main. Donc ça va vous permettre de gagner les blindes, et si elle est hantée, ça représente bien 2,5 BB. Donc vous risquez 2,5 BB pour gagner 2,5 BB. Donc il faut que les blindes fold suffisamment souvent, et même la grosse blinde, et donc c'est un move qui est très rentable lorsque les joueurs dans les blindes sont passifs parce qu'ils fold trop souvent. Imaginons qu'ils fold les 3/4 du temps, c'est-à-dire qu'ils vont payer que 1/4 du temps dans les blindes. Il faut faire folder les deux, donc 3/4 fois 3/4, ça fait 56
0,75 fois 0,75, ça fait 0,56. Et donc, il faut les faire folder un peu plus que la moitié du temps, ce qui est tout à fait valable. À la grosse blinde, on donne une cote de pot de 1,5, puisqu'il a déjà payé sa grosse blinde, elle ne compte plus, sur un pot qui va faire 5 bébés en tout. Ça fait à peu près du 3, un tiers contre 1, soit un peu moins de 25% du temps. Donc, nous, on risque 2,5 pour remporter les 4 bébés ou les 5 bébés si elle est hantée, et on doit donc gagner environ 38% du temps. On voit donc que des joueurs qui foldent tous les deux les 3 quarts du temps dans les blindes font une erreur mathématiquement, et il faut qu'ils payent beaucoup plus souvent ou qu'ils ripostent, et on va voir la riposte au vol de blinde, au blind steal juste après. Quelles sont les conditions? Donc, c'est que ça ne sert à rien de voler en cash game, puisque les blindes restent toujours basses par rapport au stack. Et ça ne sert à rien de voler en début de tournoi, puisque les blindes et les hantés, il n'y en a probablement pas, et les blindes sont basses. Mais ça vaut le coup, lorsqu'on se rapproche de la bulle, d'exploiter ces joueurs qui sont en petite et grosse blinde et qui sont à la fois passifs et serrés, ce qu'on appelle les tight passifs des types. Et on a déjà remarqué qu'ils foldent tous les deux, donc vous pouvez faire un test avant quand les blindes ne sont pas très hautes pour voir s'ils foldent. Et s'ils foldent avec des blindes pas très hautes, après vous pourrez retenter votre chance avec des blindes plus hautes. Et s'ils vous payent, eh bien c'est probablement que vous avez touché leur range de défense. Ils ont un Broadway ou un As avec un bon kicker, une belle paire, etc. Donc, on va voir maintenant la contre-attaque côté défenseur, qui est le blind re-steal. Le re-steal, c'est donc une contre-mesure au blind steal, au vol de blinde. Et donc, il se produit lorsque un joueur qui a été relancé par un autre joueur qui tente le vol de blinde, dans les positions tardives comme le bouton ou le cut-off, décide, le joueur qui est dans les blindes, de faire un contre-vol, un re-steal, en surrelançant. Donc c'est un 3-bet par rapport à l'open raise du bouton ou du cut-off. Et donc on le fait avec une main relativement forte qui est capable de battre le range de main de celui qui a fait le blind steal. Mais comme vous avez vu qu'au bouton, on a considérablement agrandi notre range, donc pour faire ce re-steal, on n'a pas besoin d'une main premium nécessairement. L'objectif du re-steal, c'est de punir un adversaire qui systématiquement vole des blindes. Par exemple, il vous a volé les blindes 3-4 fois, c'est une sorte de stop en disant bon ben là, probablement le message c'est tu comprends que là j'ai du jeu et donc je vais me défendre post-flop même si je ne suis pas en position et j'ai une très bonne main. Et là, vous serez surpris du nombre de joueurs qui fold après avoir fait un open raise au bouton ou au cut-off pour voler vos blindes. Donc, c'est un double bénéfice. Le premier, c'est que vous remportez le pot, y compris l'open raise du joueur adverse. Et le deuxième, c'est que vous envoyez un message en disant arrête de m'exploiter, arrête de me voler mes blindes. Quel est le sizing d'un re-steal? 3 à 4 fois le montant du steal. Donc si par exemple le steal était le vol était à 2,5 bb, comme on a vu juste avant, eh bien ça vous fait entre 7,5 et 10 bb pour faire un re-steal qui soit puissant et crédible. Naturellement, il faut que l'adversaire ait une capacité à folder lui-même par rapport à ce re-steal et surtout qu'il n'ait pas fait une véritable mise évidemment en value. Donc il faut que vous repériez des joueurs qui systématiquement vous relancent en open dans les positions tardives.
On va voir maintenant une autre arme pré-flop qui est le 3 bet. Le 3 bet, c'est une fantastique arme pré-flop. Et là, évidemment, vous dites, OK, on est sur un 3 bet en value. Et 3 bet en value, la plupart des gens ont de 3 à 5%. Donc, c'est que des premiums, on va dire euh, valet plus jusqu'à as et puis as roi et peut-être as dame suité, c'est tout. Et donc la plupart des gens font des 3 bêtes uniquement avec des premiums et spécialement en début de parole. Et même en fin de parole, ils descendent rarement en dessous de 10-10 ou de as-valet. Là, l'idée, c'est d'élargir notre range de 3 bêtes. Par exemple, ici, c'est un range de 3 bêtes au cut-off ou au bouton, de manière à pouvoir faire folder des adversaires qui ont fait un open raise en milieu de parole, par exemple. Et l'idée, c'est de rajouter non seulement des mains dans le milieu de la range, mais aussi des mains spéculatives euh, que, euh, que l'on va jouer en 3 bêtes. Donc, là, vous avez deux couleurs. Vous avez les mains que l'on va relancer et les mains que l'on va juste payer quand on est en position par rapport à l'open raise. Puisqu'on est, pour faire un 3 bet, il faut déjà que quelqu'un ait ouvert le coup. Et éventuellement, il peut y avoir des calls, mais en tous les cas, le 3 bet ne se fait qu'en position après. Donc, on a un range de call d'environ 15%. On a un range de fold de 3 quarts. Et on a presque 9% de 3 bêtes. Et pas que des premiums comme As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, mais également des mains comme Roi-7 suité, As-6 suité, As-5 suité, ou Dame-Valet offsuit, ou Roi-10 offsuit. Ces mains-là créent dans notre adversaire une grande confusion chez notre adversaire parce que on fait ce qu'on appelle un range polarisé. On a dans ce range de 3 bêtes, qui sont les cases rouges ici, des mains premium, mais aussi des mains qui ne sont pas très bonnes, mais qui peuvent se comporter correctement post-flop, comme par exemple Dame 8 suité ou Valet 8 suité, ou As5 suité, sont des mains qui, en position, pourront euh, tromper un adversaire et le faire folder. Par exemple, un flop As-8-4 post-flop, vous avez fait un 3 bet et votre adversaire a par exemple Roi-Dame. Et donc, il voit que sur le flop, il n'a rien touché. Vous faites un continuation bet en position contre lui. On va le voir dans la section post-flop. Et là, vous emportez le coup parce que vous aviez un as en value. Et imaginons maintenant que le même adversaire est Roi-Dame. Post-flop, il y a Valet 8-4. Eh bien, vous faites le continuation bet et un adversaire fit or fold va folder sa main, va coucher sa main, alors même qu'il était devant vous, euh, parce que vous aviez par exemple Valet, non pas Valet, 10, 18 suité par exemple. Donc, l'intérêt de polariser son range de 3 bêtes, c'est d'inclure des mains qui se comportent bien spéculativement post-flop, introduire un doute chez l'adversaire et augmenter le range pour qu'éventuellement il fold sa mise pré-flop. Et donc, double bénéf. On va au flop avec une histoire, puisque on a montré de la force, on a fait un 3 bet, et en même temps, on a une possibilité d'emporter le coup pré-flop avec des adversaires timorés. Quand on est short stack, on ne va pas pouvoir aller du tout post-flop, puisqu'on sera commit, on sera engagé, et on devra aller de toute façon à all-in. Donc, quand on est en dessous de 12 big blind,
on a un range d'all-in et du coup, on a un range de min-raise, donc d'open de 2 big blinds qui existe, et puis on a un range de fold. Et donc ce range d'all-in, c'est toutes les paires en fait, sauf que les grosses paires, on va les faire en min-raise, et puis certaines mains marginales, on va les faire aussi en min-raise, toujours pour polariser son min-raise, donc comme Dame 7 suité, 10-7 suité ou Roi 8 off-suite. Et puis on va aller à all-in avec tous les As, tous les rois suités, de Roi 4 suité jusqu'à Roi 9 suité, et également des connecteurs suités intermédiaires comme Dame 9 suité, Roi 8 suité, etc. Le but évidemment est d'obtenir un fold tant qu'on peut le faire et ne pas descendre en dessous de 5 ou 6 bébés, où là après on n'a plus de fold equity, c'est-à-dire qu'on n'est plus crédible par rapport à des gros stacks sur le fait de faire folder ces stacks parce qu'ils ne craignent pas grand chose comme perte s'ils suivent notre all-in. Alors voilà pour le préflop. Donc l'idée du préflop, c'est soit de faire folder des mains potentiellement meilleures, soit de créer une histoire crédible en montrant de la force et d'arriver post-flop. Là, il y a 2 bluffs post-flop que nous avons déjà vus. C'est le float, on l'a vu à l'épisode 26. Donc ça consiste à payer le continuation bet de l'adversaire, puis de faire une grosse mise au turn, surtout quand l'adversaire fait un check. Et on a vu également le double et le triple barrel, le second bar, à l'épisode toujours 26, où là, ça consiste à renvoyer une deuxième salve, voire une troisième salve post-flop, pour faire évidemment coucher les adversaires en bluff, avec des mains éventuellement qui sont derrière les mains de joueurs serrés ou qui sont fit or fold. On va voir un fondamental du bluff post-flop, c'est le continuation bet, le c-bet, et on va voir aussi le stop and go all-in. Alors le c-bet, c'est un c-bet qui peut se faire un continuation bet en value ou en bluff. Le c-bet en value, il n'y a rien à dire. On a connecté le flop, on a top pair, on a quelque chose de bien. On cherche à extraire de la valeur et en fonction de la texture des flops, comme on a vu dans les épisodes précédents, on va miser soit un tiers du pot ou moins, soit 2 tiers du pot ou plus si le flop est assez wet, s'il est dangereux, s'il y a des tirages. Mais justement, s'il y a des tirages, on va faire des c-bets en bluff pour faire croire que justement on a ce tirage. Surtout que pré-flop, on a ouvert avec un range qui contient le genre de main qui pourrait faire un tirage. Voilà. Sachez que pour que le continuation bet, pourquoi c'est une arme si efficace, c'est parce que les 2 tiers du temps, on ne connecte pas le flop lorsque on a deux mains, une main avec 2 cartes différentes qui ne sont pas des paires ou voilà, par exemple comme As-8, voilà. Ce genre de cartes, on ne connecte pas les 2 tiers du temps. Voilà, donc j'ai fait une vidéo entière sur le continuation bet que vous trouverez dans la série pour les détails. Il est très important donc d'avoir une fréquence de continuation bet importante de manière à profiter de tous les gens qui sont fit or fold et qui ne connectent pas le flop. On va regarder plus dans le détail maintenant le stop and go. C'est une manœuvre, c'est une tactique qui consiste à suivre une relance pré-flop, par exemple depuis la grosse blinde, avec une main normalement assez faible, donc c'est un call, dans le but, quand on est avec un tapis, un short stack, dans le but de partir à tapis sur le flop, quelles que soient les cartes. L'idée, c'est de faire croire à votre adversaire qui a été un peu loose au niveau de son ouverture, que vous avez touché le flop de manière forte. L'objectif, c'est de mettre la pression sur votre adversaire
Et donc, vous faites un call en dehors de position, out of position pré-flop, d'un open raise, bouton ou cut-off, avec un range très large, avec des cartes très, très spéculatives. Et vous faites ça depuis la grosse blinde, par exemple. Vous êtes short stack, vous faites all-in, et en faisant all-in, c'est un donk bet, puisque c'est votre adversaire qui a démarré le coup. Donc, vous faites un déni du continuation bet adverse en lui mettant all-in dans la tête. Vous avez besoin de faire ça lorsque vous ne voulez pas que votre adversaire vous paye naturellement. Et le stop and go, ça demande donc un timing précis et aussi une bonne compréhension de la manière dont votre adversaire réagit à ce type d'attaque. Et en fonction de la texture du board, c'est une manœuvre de kit ou double lorsque vous êtes short stack. Et si votre adversaire vous a piégé avec une main premium, bah, tant pis. Mais dans la plupart des cas, lorsque vous avez des c-betters compulsifs, des gens qui font un continuation bet avec n'importe quelle carte, ça peut être un outil puissant pour voler finalement la mise initiale, mais vous êtes post-flop. En résumé des bluffs, il y a un dicton du poker qui dit For every bluff, there is a reason and a season. En français, pour chaque bluff, il y a une raison et il y a une saison, c'est-à-dire un bon spot. Et donc, le bluff, c'est un art, hein, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de composants qui font que ça réussit ou que ça rate. Mais il y a aussi de la technique, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer une histoire crédible en ayant fait une mise qui fait croire à votre adversaire que vous avez des cartes bien meilleures que celles que vous avez. Et puis, vous devez toujours avoir, avec ces cartes spéculatives, des outs qui vont vous permettre éventuellement de toucher le gros lot post-flop, par exemple un tirage quinte, un tirage couleur ou un brelan. Et à ce moment-là, vous allez basculer en value et modifier vos cartes. De la même manière, vous pourrez inverser et sur un flop qui est très dangereux, mais que votre adversaire, vous savez qu'il va folder parce qu'il n'a pas touché, vous pouvez transformer vos cartes en bluff et donc faire folder une main potentiellement meilleure. Tout ceci se fait par rapport à un timing et une histoire que vous aurez bien préparée. Voilà pour le bluff, et essayez et vous serez surpris des résultats que vous obtiendrez en faisant des bluffs avec une histoire correcte et un bon spot. À bientôt!